Bonjour à tous, bienvenue au Club TPBM, organisé avec la Banque des Territoires et notamment avec Richard Curnier, son directeur régional. Les échanges vont être animés par la rédaction TPBM, par William, journaliste TPBM, et par moi-même. Pour la première fois, le Club TPBM a un format webinaire en présentiel, avec nos invités qui seront sur 2 plateaux, et en direct avec les internautes qui vont nous suivre pendant un peu plus d'1 heure. Nous avons 200 personnes qui vont nous suivre. Alors, nous allons aborder le thème du logement au cœur des enjeux des zones tendues en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec nos invités qui vont prendre la parole en 2 temps. Pour ce premier plateau, nous avons Fabienne Abécassis, directrice générale de Logiran. Bonjour madame. Nous avons Pierre Franc, chef de service énergie-logement à l'Adréal. Bonjour. Pascal Friquet, président de l'ARHLM PACA Corse. Bonjour. Bonjour. Et bien entendu Richard Curnier, le directeur régional de la Banque des Territoires. Bonjour. Alors, pour les personnes qui nous suivent sur Internet, nous allons pouvoir prendre au fur et à mesure vos questions et nous les poserons à la fin des débats. Donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. Ma première question ira à Richard Curnier. Pourquoi la Banque des Territoires, dont vous êtes le directeur régional, a accepté d'être partenaire de ce club TPBM sur la question du logement? J'ai souhaité que la direction régionale de la Banque des Territoires joue en plein son rôle de partenaire en immobilier, en invitant à débattre à la fois les élus de la métropole, les élus du littoral, les zones tendues, pour parler de logement. Je sais qu'il y a des interrogations, des doutes quelquefois, mais c'est vrai que le logement aujourd'hui est un axe important dans le cadre de l'attractivité du territoire. Et puis les bailleurs sociaux, je remercie Pascal Friquet et Fabienne Abécassis d'être là aujourd'hui, pour nous montrer aussi, nous expliquer leur intervention, une palette d'interventions sur les territoires, et pour nous expliquer aussi les différents projets qu'ils mènent au profit de nos territoires. Alors vous parliez des élus, un certain nombre d'élus sont présents, vont prendre la parole dans un second temps. Nous avons en arrière-plan pour l'instant Madame Biquet, Nathalie Biquet, vous êtes la maire de la Seine-sur-Mer. Nous avons aussi Richard Maillet, le maire de Bouc-Bel-Air, et nous avons aussi David Itier, le vice-président délégué à l'habitat, au logement et à la lutte contre l'habitat indigne de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ils prendront la parole dans un second temps. Alors, Richard Curnier, vous avez dit que le logement, c'est un enjeu fort d'attractivité de nos territoires. La Banque des Territoires est le traditionnel bailleur de fonds du monde HLM. Quel montant vous avez mobilisé l'an dernier, en particulier, pour financer le logement, et combien de logements financés? Alors avant de répondre à cette question, c'est vrai que la Caisse des dépôts aujourd'hui a lancé un grand plan de relance, un plan de 26 milliards. Vous savez que la Banque des Territoires fait partie du groupe Caisse des dépôts. Et ce plan de relance concerne à la fois le très haut débit, le commerce, la transition écologique et énergétique et naturellement le logement. Et le logement, c'est des axes forts de notre plan de relance, avec un objectif de construction de nouveaux logements, de réhabilitation aussi. Et nous avons lancé différentes mesures, différents outils pour permettre à nos bailleurs sociaux de construire. J'en citerai 3. Le premier élément, c'est qu'on a travaillé sur un prêt dédié à l'opérateur, un prêt pour ce qu'on appelle le pré-chantier, des chantiers qui ont été touchés par la crise sanitaire, qui génèrent un surcoût. Et donc, c'est un prêt qui est bonifié par notre partenaire qui est Action Logement, pour permettre justement aux bailleurs de rééquilibrer le plan de financement. Deuxième élément qui nous paraît intéressant dans le plan de relance, c'est les offices publics qui n'ont pas d'actionnaires et qui ont besoin de renforcer le rôle bilan. Et donc là, nous travaillons à la souscription de titres participatifs pour vraiment redonner les moyens à des offices publics, pour qu'ils reconstruisent, réhabilitent. Et cette enveloppe-là, donc nous avons fait une opération l'année dernière, on va relancer un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert aux coopératives, aux offices publics naturellement, mais aussi aux ESH. Et puis, troisième élément, on continue à déployer notre gamme de prêts sur du prêt haut de bilan, bonifié, des prêts BUI, pour justement donner aux opérateurs l'ensemble des moyens financiers pour permettre de construire et de réhabiliter. On peut donner quelques exemples concrets d'opérations de type participatif, par exemple pris dans les OPH localement? Alors, par exemple, 13 Habitat qui a souscrit, nous avons souscrit 10 millions d'euros auprès de 13 Habitat pour lui donner les moyens
de travailler et d'accompagner son plan de Il y développement. a d'autres projets du même type dans les tuyaux? Il y a un appel à manifestation d'intérêt que nous allons organiser et sur lequel j'espère bon nombre de bailleurs pourront répondre. Et puis pour répondre plus précisément aussi à la question sur les financements, on accorde à peu près 1 milliard, entre 1 milliard et 1,2 milliard selon les années. Un chiffre plutôt en baisse d'ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui correspond à une baisse de production. Donc c'est à peu près 1 milliard au titre de l'année 2020. D'accord, donc le chiffre 2020 a plutôt baissé. La crise sanitaire, évidemment, explique cette... Tout à fait. Puisqu'on parle de production, on va donner la parole à Pierre Franc. Vous êtes le chef de service énergie-logement de l'ADREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une question toute simple, quel est l'état du parc social de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors aujourd'hui, le parc social en Provence-Alpes-Côte d'Azur est composé d'environ 320 000 logements, un petit peu plus. C'est bien, mais effectivement, l'objectif, c'est de faire plus, de faire mieux. Je rappelle quand même que dans notre région, 200 000 ménages ne sont pas ou mal logés, donc ont des besoins forts et sont en attente. D'autant que, comme vous le savez également, dans le parc privé, le prix des loyers, en particulier sur les zones tendues, puisque c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui, est particulièrement élevé en raison de la cherté et de la rareté du foncier. Voilà, donc la production de logements est plus que jamais une attente forte. Quand vous dites 320 000 logements sur un parc global de combien? Sur un parc global d'environ 2 millions de logements au total, il y a à peu près 2 millions de foyers en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 5 millions d'habitants. Le parc et le PACA est une région historiquement déficitaire en matière de logement social. Comment vous expliquez cette déficit? Il y a plusieurs facteurs, évidemment. Comme toujours, la réalité n'est pas noire ou blanche. D'abord, je pense qu'il faut quand même souligner l'effort important qui est consenti depuis un certain nombre d'années en matière de production de logements, que ce soit par les élus, par les bailleurs, par l'ensemble des partenaires. Et je me félicite aussi des travaux que nous menons avec l'EPF, avec la RHL, enfin avec l'ensemble des bailleurs, avec la Caisse des dépôts et avec voilà, vraiment l'ensemble des partenaires régionaux et Action Logement bien entendu pour inciter, encourager à produire toujours plus. Quand je dis que la production a augmenté, c'est pas neutre, puisque jusqu'en 2014-2015, il y avait environ 7000 logements sociaux qui étaient agréés chaque année. On a réussi à atteindre et à dépasser 5 années d'affilée la barre des 10 000 logements. Et puis, bon, cette année, l'année 2020 a marqué un repli, une année un petit peu particulière. Alors, vous me demandiez comment expliquer ce retard. Il y a évidemment la question importante que j'évoquais juste avant, de la rareté, de la cherté du foncier, qui rend parfois difficile le montage et le fait de trouver un équilibre économique pour des opérations de logement social. Ça, c'est une réalité. On est aussi sur un territoire où il y a un certain nombre de contraintes qui relèvent de la loi littorale, des problématiques d'inondation. Donc tout ça, évidemment, existe. Et puis, on est aussi sur un territoire, et où, sans vraiment aucune polémique, c'est vrai que ici ou là, on a une volonté politique des élus plus ou moins forte, qui traduit aussi les attentes de leurs administrés à produire du logement social. Donc voilà, d'où l'intérêt de travailler avec tout le monde, justement pour montrer que le logement social, c'est pas forcément repoussoir, c'est pas forcément dangereux. Voilà, c'est aussi un objet d'attractivité des territoires. Et comment l'État agit justement pour démystifier un petit peu ces craintes, diaboliser? L'État agit au-delà évidemment du versement d'aide financière pour la production de logement social, par de la communication, par du dialogue avec les élus. Je donne par exemple le cas du palmarès de l'habitat qui, tous les 2 ans, met en avant un certain nombre d'opérations emblématiques qui démontrent que d'un point de vue architectural, d'un point de vue de l'insertion sociale, et paysagère, voilà, le logement social est un produit aussi d'avenir
Et c'est aussi à l'heure où pour un certain nombre de travailleurs, il est difficile de venir s'implanter en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est aussi un objet d'attractivité et pour arriver à faire venir et à faire rester des travailleurs, en particulier dans tous les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. On parlait du plan de relance avec Richard Quenier tout à l'heure. Au niveau de la Dréal, comment... Alors, le plan de relance a également un volet portant spécifiquement sur le logement social. Alors, pas tant sur la production de logements neufs que j'ai évoqué jusqu'à présent, mais plutôt sur deux volets, celui de la réhabilitation lourde et de la rénovation thermique des logements sociaux. Donc 500 millions d'euros ont été mis sur la table par le gouvernement pour les 2 prochaines années. Ces crédits-là sont répartis entre les régions. Il y a aujourd'hui 10 millions d'euros qui, juste pour l'année 2021, sont alloués à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour participer à subventionner à hauteur de 11 000 euros par logement des réhabilitations lourdes couplées à de la rénovation thermique. Et j'appelle vivement l'ensemble des acteurs et les bailleurs en particulier à ne pas hésiter à déposer leur dossier auprès des DDT ou des délégataires des aides à la pierre en fonction du territoire de gestion de compétences, on va dire, sur le lieu où l'opération a vocation à prendre forme. Donc à déposer leur dossier au plus vite et si possible avant la Il y a encore beaucoup de passoires thermiques là. Alors en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y en a moins qu'ailleurs, puisque seulement 10% des logements sociaux sont étiquetés EF ou G, ce qui est effectivement le résultat d'un travail de rénovation thermique qui a déjà été réalisé au cours des précédentes années, et ce qui peut peut-être aussi expliquer en partie certaines difficultés de bailleurs aujourd'hui à identifier des opérations à faire porter par le plan de relance, mais pour autant il en reste quand même 10%. Voilà, donc 10% de 320 000 logements, vous voyez, ça en fait 32 000, sachant que nous on a une enveloppe pour financer moins de 1000 logements, donc on peut quand même trouver de quoi faire. Une question peut-être à Pascal Friquier, vous êtes le président de l'RHLM PAC à Corse. Au sortir d'une année 2020 qui est compliquée à plusieurs points, comment se portent les organismes HLM de la région qui sont des acteurs essentiels justement dans la... Alors, déjà, je voudrais saluer et remercier la Banque des Territoires pour cette initiative parce que les espaces d'échange sur le logement se font de plus en plus rares. Et pourtant, je trouve que c'est un sujet stratégique pour l'avenir des territoires, qu'ils soient économiques, sociaux. Donc, merci à Richard et à toute l'équipe et puis merci à TPBM pour ce que vous faites. Les bailleurs sociaux aujourd'hui, nous sommes environ 50 organismes sur la PACA, Pierre Fondali, 320 000 logements, un tout petit peu moins, mais c'est ça. Pendant de nombreuses années, effectivement, nous avons cessé de monter notre production pour atteindre plus de 10 000 logements. Et malheureusement, depuis 2016, cette tendance, elle a plutôt tendance à baisser, et à continuer à augmenter dans le cercle vertueux d'une courbe qui était croissante. Les raisons de cette baisse, elles sont de plusieurs ordres. Pierre-Franc l'a dit, il y a le foncier qui est rare, qui est cher, qui crée la concurrence entre les bailleurs et qui donne, je vais dire, place aux promoteurs privés plus qu'aux bailleurs sociaux. Or, notre métier, en dehors de gérer, c'est surtout de construire. Et malheureusement, nous sommes dans une tendance là aussi contraire, en hausse. C'est-à-dire que la VFA est de plus en plus importante et ce n'est pas un bon signe pour notre savoir-faire et notre qualité. La VFA, c'est-à-dire plus importante, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, près de la moitié, depuis les nombreuses années, et plus de 50% fait par la promotion privée. Ça enlève effectivement un savoir-faire aux bailleurs, puisque le fait de faire de la production propre, c'est un savoir-faire. Ça nous amène aussi à avoir de l'innovation sur les territoires, à faire de l'aménagement, à intervenir en cœur de ville, tout ce que les élus aujourd'hui attendent de faire avec la promotion privée n'est peut-être pas en attente de pouvoir faire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir des équipes de production. Et si nous faisons de plus en plus de VFA, malheureusement, nous perdrons nos équipes de production. Donc c'est un point très important. Le deuxième élément sur
notre difficulté, je vais dire, à intervenir, c'est effectivement le fait de convaincre les collectivités de faire du logement social. Pourtant, le logement social, c'est un acteur économique indispensable au territoire. Juste un chiffre, 1,3 milliard de dépensés chaque année sur la PACA pour le logement social, que ce soit en termes de construction, en termes de rénovation, en termes d'entretien. 1,3 milliard, c'est 12% de l'activité du bâtiment et c'est 20 000 emplois induits ou directs sur ces éléments. Et puis l'autre élément aussi, je veux dire en faveur du logement social, c'est que nous sommes des acteurs qui agissons pour la qualité environnementale. Toutes nos opérations, et les études du Cercle l'ont montré, sont des opérations à haute qualité, qu'elles soient bioclimatiques, qu'elles soient énergétiques. Et pour preuve, une étude qui avait été faite par le Cercle en 2018 montrait que sur 364 opérations HLM, près de 50% étaient des opérations de haute qualité environnementale. Donc on va se dire, mais vu ces qualités, pourquoi ne pas faire plus de logements sociaux? Je pense qu'effectivement, il faut continuer à marteler auprès des élus, marteler auprès des collectivités, que le logement social est un atout, et que, contrairement à ce qu'on pense, la plupart des Français et des habitants de la région PACA peuvent avoir accès au logement social. C'est pratiquement 80% de la population qui pourrait rentrer dans les différents critères de financement du logement social. Vous parliez d'élus. Dans quelques instants, nous allons donner la parole à 3 représentants de collectivités de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la mairie de la Seine et de la mairie de Bouc-Bel-Air. Donc, ça sera dans un deuxième plateau. D'accord. Pascal, tu disais qu'il y a des freins qui existent territorialement, des freins politiques, des freins conjoncturels avec la crise l'an dernier, des freins structurels, la cherté du foncier, difficulté à trouver, à avoir des opérateurs. Mais quand il y a de la VFA, c'est aussi que les bailleurs se positionnent. Donc il y a peut-être commencer par passer le message en interne, non, dans le réseau des organismes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que la VFA ne se fait pas sous la contrainte. C'est-à-dire que s'il y a 50% de la production qui se fait en VFA, c'est aussi parce que ça intéresse les bailleurs sociaux. C'est une manière pour eux de produire peut-être plus vite et plus. C'est une conséquence de la loi SRU, ça. Oui. La loi SRU a imposé effectivement sur les territoires d'avoir un certain quota pour les communes carencées, notamment déficitaires, un certain quota de logement social. Et donc, les promoteurs privés n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils se positionnent sur du foncier, ils se positionnent sur un foncier sur lequel les bailleurs sociaux ne peuvent pas accéder, compte tenu du prix, et ils viennent nous voir, effectivement, pour acheter une partie de ces éléments. Et je dirais presque que pour les promoteurs privés, c'est des fois des chances. Parce que si on prend 2020, les bailleurs sociaux ont eu là, effectivement, une action très importante vis-à-vis de la promotion privée, en termes d'acquisition d'opérations, qui étaient arrêtés et qui ne trouvaient pas effectivement d'acquéreurs. Donc on a aussi ce rôle-là vis-à-vis des promoteurs. Mais j'insiste fortement sur le fait de dire que la promotion privée doit être un complément et pas une production principale de logement social. C'est très très important. L'autre élément, je reviens un tout petit peu sur les facteurs qui ne permettent pas. On a pendant de nombreuses années malheureusement eu un système de financement, on va dire, instable. On ne savait pas, quand on fait une opération de logement social, il faut s'imaginer que quand on la commence, on envisage de la faire, et au moment où on la livre, aujourd'hui il se passe environ 6 ans, en moyenne. Pendant ces 6 années, le système de financement, effectivement, était pendant longtemps instable. On a mis en place des protocoles, effectivement, avec l'État, ce qui nous a permis de mieux maîtriser nos investissements et de mieux envisager nos éléments. Et la Banque des Territoires a été un acteur important à ce niveau-là. Mais le système a fait qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux travaillent plus sur de l'endettement et s'endettent de plus en plus pour faire du logement social. Ça aussi, c'est une problématique. Et je vais dire le dernier point, là aussi, quand je parle de convaincre les collectivités sont dans leur rôle. Elles ont un rôle d'engagement pour faire du logement social sur leur territoire. Et elles souhaitent, ce qui me semble totalement légitime, d'avoir des droits ou des regards sur qui vient sur leur territoire. Et ça, c'est le dernier point.
C'est la question de la loi et de la nouvelle loi qui va arriver sur la gestion en flux, où il faut qu'on convainque effectivement tout le monde, les élus, Action Logement, l'État, les réservataires, parce que l'État est un réservataire comme un autre, ni plus ni moins, je considère, que cette gestion en flux et cette nouvelle politique sera peut-être un atout pour les territoires. Ça pourrait donner le sujet de notre table ronde à elle seule. Je sais que ça fait beaucoup parler dans le sérail des élus, on en parlera peut-être tout à l'heure. Fabienne Avec-Assis, donc vous êtes directrice générale de Logirem, du groupe Habitat en Région. Comment s'est passé 2020 pour un bailleur? Vous avez à peu près plus de 20 000 logements. 22 000 logements sur la région sud et la région Corse. Ça a été une année d'arrêt total au mois de mars, l'année dernière à la même époque. Heureusement, il y a eu le guide sanitaire qui a été mis en place et qui a permis la reprise des chantiers. Mais voilà, quand on arrête brutalement une machine, c'est toujours compliqué de la remettre en route. Il y a eu ce guide, donc on a pu reprendre nos chantiers, notamment nos chantiers en réhabilitation avec des protocoles extrêmement exigeants. Et il y a eu heureusement aussi des dispositions législatives qui ont permis aux bailleurs sociaux de faire soit des contrats de gré à gré jusqu'à 100 000 euros, ce qui permet du coup de gagner beaucoup de temps dans la passation des commandes, soit l'avance dans les marchés qui permet aux entreprises du coup d'éviter de jouer sur leur trésorerie. Ça a été des éléments qui ont permis à Logirem, du coup à ces entreprises prestataires aussi, de passer l'année plutôt correctement. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, mais on a fait quand même une grande partie. Mais surtout l'inquiétude des entreprises et puis de Logirem et des collègues des autres sociétés. C'était 2020, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour parer au plus urgent. C'est préparé 2021. Donc on sait tous, 2020 ça a été une catastrophe en termes d'agrément. À Logirem comme ailleurs. Ça fait en sorte que 2021 soit moins catastrophique et puis surtout préparer les années suivantes. Je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Pascal. Alors, la gestion en flux, je ne partage pas forcément l'enthousiasme de mon collègue et président, mais ça serait une table ronde à elle seule. L'important, c'est effectivement soit quand on est déjà présent sur une ville, sur un territoire, soit quand on veut s'implanter sur un territoire, c'est effectivement convaincre les élus par rapport aux attributions. C'est aujourd'hui un système... Je vois les... C'est un système d'une complexité folle. Moi, je ne sais pas comment font les élus pour expliquer à leurs administrés comment ça fonctionne. Parce que déjà, quand nous, techniciens, allons expliquer aux élus entre le DALO, entre la loi égalité et citoyenneté, entre les publics prioritaires, les 25% QPV, hors QPV, on y avec une boîte d'aspirine. Non, mais c'est parce que c'est la réalité. Il y a vraiment une complexité extrême de tous les textes. Et la gestion en flux des contingents, nous, on est allé voir des maires pour faire des simulations avec eux, ce que ça allait concrètement devenir sur leur territoire si la réforme se mettait en place en novembre, si elle se met en place en novembre. Mais voilà, il y a un gros travail de pédagogie à faire qui est vraiment pas simple, parce que les textes ne sont pas simples. Ça nous donnera l'idée de faire un dossier. Un autre sujet à traiter. Un autre sujet. Plus concrètement, en matière opérationnelle, Logirem elle produit à peu près combien de logements par an? On a un objectif d'ici 2025 d'avoir 50% de notre parc renouvelé. Donc renouvelé, c'est soit réhabilité depuis moins de 10 ans, soit neuf. Donc ce qui fera à peu près 250 à 300 logements par an. Et donc surtout un gros investissement sur la réhabilitation. Logirem, chaque année, c'est 150 millions d'euros investis en neuf et en réhabilitation. Pascal le disait, les organismes HLM sur le territoire pour l'économie locale, c'est extrêmement important. Donc, les solutions, c'est déjà en centre-ville, c'est une attente forte des élus. Alors ici, on est à Marseille. Donc je sais si à Marseille, c'est une question cruciale. Alors que ce soit sur l'îlot Bon Pasteur, en face du conseil régional, on a une opération qu'on mène en partenariat avec Remède dans le cadre de l'ANRU. Mais il y a également d'autres opérations où on a répondu à l'appel à projet de l'État
le fonds Friche, sur des opérations notamment de transformation de bureaux, parce que ça aussi c'est un sujet qui, on est dans les docs, c'est la reconversion des locaux existants. Donc il y a des anciens docks qui sont transformés en bureaux, et puis il y a des bureaux qui sont transformés en logements. Vous avez donc des opérations. Et donc on a des opérations de transformation de bureaux en logements. Dans Marseille, voilà, à Noailles, c'est l'EPF qui avait organisé une consultation, et donc des anciens bureaux qui vont permettre une vingtaine de logements. C'est sûr, on n'est plus dans les opérations. On est dans la dentelle. Voilà, maintenant on est obligé de travailler dans la dentelle, puisque déjà il n'y a plus de foncier disponible. Enfin, on est très vigilant maintenant sur l'artificialisation des sols, donc ça veut dire nécessairement travailler la ville sur la ville. Et donc forcément travailler dans la dentelle, que ce soit sur la transformation en logements locatifs sociaux, mais également après travailler dans la dentelle en matière d'attribution. Il y a en ce moment, je pose la question à tous les deux, et en ce moment avec les nouvelles équipes municipales, il y a une vague de la frugalité foncière, du stop au béton, une petite musique qui s'est déployée un petit peu partout en France, pas simplement dans la région PACA. Comment vous la recevez? Alors, on la reçoit, on l'entend effectivement. Le sujet, c'est de montrer que les bailleurs sociaux établissent systématiquement un partenariat avec les territoires et les collectivités. On n'intervient pas pour un coup et on repart. On est là pour longtemps et on travaille avec eux. Et on répond aux besoins. Et quand le besoin, c'est d'intervenir en cœur de ville, on ne va pas aller à proposer une opération périurbaine qui ne correspond pas à ce que la collectivité souhaite. Je crois qu'un des points importants, c'est de montrer effectivement qu'on a des compétences diversifiées. Ces compétences diversifiées, elles évoluent en fonction des besoins des collectivités. Alors, on va parler du financement, ça va du locatif très social au locatif intermédiaire. Donc, on est capable de couvrir effectivement un volume de résidents très très important, mais c'est aussi une capacité en termes d'intervention. Aujourd'hui, on est capable de faire de l'aménagement. On est capable aussi d'intervenir dans des extensions urbaines. On est capable effectivement de créer aussi des services, des commerces, des bureaux, des petits équipements publics. On a vraiment toute cette palette de disponibles et tous les bailleurs sociaux aujourd'hui les mettent à disposition quand ils vont voir les élus, ces différents éléments. On n'est pas sur... voilà, monsieur le maire, on a trouvé un foncier et on va vous proposer de faire 80 logements à tel endroit. C'est non, monsieur le maire, ou madame le maire, qu'avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Nathalie Biquen a écrit un courrier effectivement à l'ensemble des bailleurs sociaux concernant sa ville, en leur demandant aux bailleurs sociaux de regarder non plus à construire à l'extérieur, mais à réfléchir sur le centre ancien. Il y a des opérations aujourd'hui de centre ancien dans d'autres communes comme la métropole de Nice, où on construit du foncier aérien. C'est extraordinaire. On a un immeuble en plein centre-ville et on va construire 2 étages de plus sur cet immeuble sans rien recréer de plus. C'est un bailleur social qui est capable de faire ça aujourd'hui. La transition est quasiment toute trouvée avec le prochain plateau qui va s'installer. Vous vous interpellez les élus, on va bientôt leur donner la parole. Mais avant, je voulais une réaction, peut-être Richard Curnier. On voit que les enjeux sont conséquents, sont complexes. Comment soutenir la mobilisation générale et comment la Banque des Territoires peut aussi accompagner ce mouvement? Non, je crois que c'est intéressant. On a parlé, je trouve que c'est extrêmement intéressant. On a parlé d'innovation, d'aménagement, de cœur de ville. C'est vraiment des sujets importants. Je voudrais remercier quand même l'Adréal, puisque nous avons lancé un protocole pour construire davantage, pour construire plus. Et malheureusement, ce protocole est signé à la fois entre l'État, le PFR, l'ARO-HLM, nous, Banque des Territoires, et il manque les élus, en fait. Il manque les collectivités, il manque les métropoles. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ça ne marchera que s'il y a une mobilisation globale de l'ensemble des parties prenantes dans les collectivités. Et moi, j'aurais aimé que l'Association des maires de France, par exemple, au niveau régional, puisse également apposer sa signature sur ce protocole. Mais en tout cas, c'est l'objet de ce webinaire. D'accord. Je vous remercie, Richard Curnier. Pour les internautes qui nous suivent, restez encore connectés. On va s'arrêter 2-3 minutes. Le temps de changer le plateau. Nous allons accueillir Nathalie Biquet, la maire de la Seine-sur-Mer, Richard Maillet, le maire de Bouc-Bel-Air, David Itier, le vice-président délégué à l'habitat, au logement et à la lutte contre l'habitat indigne d'Aix-Marseille-Provence. Donc dans 2 minutes. Et pour ceux qui nous suivent aussi sur Internet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous allons les prendre à la fin de ces échanges. Merci, à tout de suite.
Mission historique de la Banque des Territoires, l'habitat représente l'une de nos priorités. Depuis toujours, nous intervenons en tant qu'opérateurs, financeurs et investisseurs aux côtés des acteurs de l'habitat dans les territoires. Aujourd'hui, en France, 4 millions de personnes restent mal logées ou privées de domicile. Notre volonté est de contribuer à développer l'offre sur l'ensemble de la chaîne du logement abordable, notamment pour les publics prioritaires. Dans le cadre du plan de relance national pour l'habitat et en soutien massif à l'effort de relance, nous renforçons notre mobilisation et accélérons la mise à disposition de solutions innovantes. Notre objectif est double, sécuriser le financement des organismes de logement social et encourager leurs efforts d'investissement en construction et en réhabilitation pour des territoires plus inclusifs. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à souscrire au titre participatif à impact social émis par les bailleurs sociaux pour un montant de 900 millions d'euros sur la période de 2020 à 2021. Ce dispositif innovant, co-construit avec les fédérations, est établi dans un cadre juridique prédéfini et sécurisé. Il permet ainsi de soutenir l'investissement des organismes de logement social en leur apportant des quasi-fonds propres. Alors que 14% des ménages français souffrent de précarité énergétique, nous accélérons l'accompagnement de la réhabilitation thermique du parc social. En réponse à l'urgence climatique, notre objectif est d'en éradiquer sous 3 ans les passoires thermiques. Nous intensifions également notre intervention sur les territoires les plus fragilisés et finançons la rénovation des copropriétés dégradées. Enfin, notre ambition est de devenir en France la plateforme de financement public du logement social. Parce que notre objectif est de permettre à chacun, en tout point du territoire, de se loger de façon décente et abordable. Banque des Territoires, l'intérêt général a choisi sa banque. Nous accueillons dans ce deuxième plateau Nathalie Biquier, vous êtes la maire de la Seine-sur-Mer, aussi vice-présidente de Toulon-Provence-Méditerranée. Richard Maillet, vous êtes maire de Bouc-Bel-Air, mais aussi administrateur de l'OFS, la commune. David Itier, vice-président délégué à l'habitat, au logement et à la lutte contre l'habitat indigne de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais aussi élu de la commune de Salon. Et bien entendu, Richard Curnier, directeur régional de la Banque des Territoires. Première question à vous, madame la maire. Donc vous avez été élu il y a un peu moins d'1 an à la Seine-sur-Mer. Votre commune dispose de nombreux ensembles HLM, pourtant vous arrivez seulement à 19% de logements sociaux. Selon vous, atteindre les 25% qui sont dans le cadre de la SRU est un miroir aux alouettes. Pouvez-vous nous expliquer ? Ah oui, et en plus, 19% est une performance dans le secteur où je suis, parce qu'on a plutôt des villes à 6-7%, avec une espèce de course à cet objectif qu'on n'arrivera pas à atteindre. Surtout que la disposition qui prévalait était de construire des programmes immobiliers avec 30% de logements sociaux. Autant dire que sur les 70% de logements qui n'étaient pas sociaux, ça faisait à chaque fois augmenter le nombre de logements privatifs, plus toute la production privée par ailleurs. Nous n'avons fait en fait que descendre, parce qu'on était à 19,7 et on arrive à 19 aujourd'hui. Et puis il y a la double problématique, c'est-à-dire qu'il y a le stock et le flux, puisque nous sommes très performants dans notre secteur à 19%. Nous avons pourtant la carence, nous sommes carencés. Nous payons 400 000 € par an de carence, pour la carence, et nous avons une amende parce que les objectifs triennaux n'ont pas été atteints. Donc on aurait dû construire 352 logements. On en a construit, mon prédécesseur, puisque là j'arrive et je découvre la situation, c'était sur la séquence 2017-2019, moins de 40, alors que c'était vraiment son objectif, c'est ce qu'il avait affiché politiquement. Il n'a pas réussi à le faire. Alors si lui n'a pas réussi à le faire en 12 ans, la question se pose aujourd'hui de la pertinence de cette manière de faire. Non. Vous avez peu de foncier disponible sur votre commune, et le foncier que vous avez, vous voulez le garder et le mettre en valeur. Votre créneau est de reconstruire la ville sur la ville. Expliquez-nous comment vous voulez le faire. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, il a fallu arrêter les promotions immobilières, les grandes opérations. J'en ai arrêté une, c'était 352 logements sur 7 hectares. C'était un projet qui était énorme, alors que parallèlement, on a des déficits dans de nombreux secteurs, et notamment le secteur de l'économie. Et pour faire je comprends bien la problématique de relancer les métiers du bâtiment et de relancer cette dynamique. Nous avons un centre-ville qui est totalement paupérisé, qui vient d'obtenir un programme qui devient un NPNRU, nouveau programme de rénovation urbaine. Ça veut dire que ça ouvre à des opérations qui peuvent être diversifiées, mais avec l'obligation qui nous est faite par l'État de ne pas construire de logement social dans un QPV. Donc il y a une espèce de schizophrénie où on nous demande à la fois de construire du logement social et en même temps, nous ne pouvons pas faire de logement social. Donc il va falloir demander des dérogations à l'État
pour réussir à instaurer des programmes à l'intérieur de ce projet de rénovation du centre-ville. Donc on essaye, c'est pour ça que j'ai écrit à tous les bailleurs sociaux pour voir toutes les offres qui s'offraient aujourd'hui à nous dans le cadre de ces réhabilitations. Et puis il y a la partie, il y a 41 millions d'euros qui vont être apportés par les collectivités. Et parallèlement, nous avons les ORI qui sont mises en place, les opérations de rénovation immobilière, où ce seront des partenariats avec des groupes privés. On va aller vers des partenariats, mais encadrés par la puissance publique. Et je pense que c'est un dispositif très intéressant et j'engage tous les aménageurs à se poser la question et se pencher sur cette problématique, parce que ça veut dire qu'on va avoir un volant d'opérations menées par le public, mais accompagné par un investissement privé important. Je crois que le message est passé. On a un peu plus de 200 personnes qui nous suivent sur Internet, donc pas mal d'acteurs du BTP, de la construction. Vous dites que, effectivement, cette problématique d'inconstructibilité de logements sociaux dans les QPV s'est posée à Marseille, et les dérogations étaient obtenues. Il suffit de demander, je pense que ça ne va pas être hyper compliqué. C'est vrai que ça fait un peu de bureaucratie, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez demandé ou vous renoncez en me disant, bon, c'est compliqué? Non, je ne renonce jamais. Donc il y a Pierre Franck qui est là. Il faut le faire, il faut demander, parce qu'en plus, je sais que les règles et les normes pour le logement HLM et le logement social sont bien plus élevées que ce qu'on trouve souvent dans la production privée. Donc je pense que c'est une amélioration, notamment pour un centre-ville extrêmement paupérisé, où là on en est carrément à de l'habitat indigne. Donc après ça dépend, et je pense qu'il y a un monsieur qui l'a très bien décrit, ça dépend après comment on attribue les logements. Le logement social, ça fait peur en soi parce qu'on a toujours l'impression qu'on va attirer la misère. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas sur le centre-ville, puisque dans le cadre d'un QPV, c'est une réalité, avec des marchands de sommeil, avec un habitat très délabré. Donc on a intérêt à être très volontariste et bien sûr à passer par tous les rebonds, les ressorts et tous les outils qui nous seront offerts. Justement, reconstruire la ville sur la ville, faire des opérations quasiment de la dentelle, c'est souvent un peu plus complexe, plus cher à mener. Malheureusement, c'est le point de la réhabilitation, ouais. C'est toujours la même difficulté. Là, on a des opérations extrêmement bien ciblées, parce qu'il y a eu un travail important qui a été fait pour signer la convention en décembre. Donc, ça a été identifié par l'ILO, donc on sait les opérations qu'on va mener. Sur ce NPNRE, c'est 80% de logements. Tout le reste, c'était des équipements structurants. Donc, on a dit à l'État, pour ne pas prendre de retard, qu'on ne changeait rien. En fait, on change tout l'environnement, on change la structure, on change les équipements qui n'étaient pas financés. Et on garde les opérations de logement, stricto sensu, c'est-à-dire que bâtiment par bâtiment. Mais vous avez raison. En fait, les services ont réussi à obtenir qu'on ne détruise pas ces bâtiments qui sont patrimonialement intéressants, mais qu'on intervienne à l'intérieur par plateau, etc. Donc effectivement, les opérations risquent d'être plus coûteuses, mais nous avons un bon deal à faire avec les aménagements. Sachant que la ville de La Seine avait un OPH. Absolument. Un OPH. Un OPH, oui. C'était TSH qui est devenu THM. Donc on a fusionné là, c'était le 3 mars. Ouais, et c'est une excellente chose pour nous parce que effectivement on avait un peu une position de monopole sur un organisme qui marchait assez peu, qui avait subi, qui avait fait l'objet d'un certain nombre de scandales. Donc on est très très heureux de mutualiser en fait et d'avoir des moyens un peu plus importants. On sera là pour accompagner aussi le nouvel office dans son développement. Il s'appelle comment donc THM. Décryptez l'acronyme. C'est Toulon Habitat. En fait, ils n'ont pas pu redéfinir le nom de Toulon Habitat, mais c'est plus généralement c'est l'organisme qui va gérer Toulon et la Seine. Nous, c'était TSH, c'était Terre du Sud Habitat, maintenant on est THM. C'est Toulon Métropole, je crois. D'accord. Toulon Habitat Métropole. Toulon Habitat Métropole, voilà, c'est ça. Donc la Caisse des dépôts, la Banque des territoires sera... Voilà. Et tout, comme tout à l'heure je disais, c'est par rapport au titre participatif, puisqu'un office par définition n'a pas d'actionnaire, et donc on sera heureux d'accompagner ce nouvel office dans sa stratégie de développement sur la métropole. C'est bien, très bien. Une question à M. Magny. Vous avez créé un OFS communal, c'est une initiative qui est assez inédite. Peut-être revenir sur cette création et comment fonctionne cette OFS. Vous en êtes l'administrateur. Organisme foncier solidaire. Oui. Organisme foncier solidaire. Alors, pour moi, je voudrais faire une parenthèse avant, ça fait partie d'un parcours résidentiel. Le bail réel solidaire fait partie d'un parcours résidentiel. Et je le dis à mes collègues maires, puisque j'ai quand même quelques heures de vol derrière moi, qu'en fait c'est intéressant parce que les gens sont
ne sont pas propriétaires, ils sont copropriétaires. Et donc ça veut dire que pour un maire, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est copropriétaire, ou propriétaire évidemment, que d'avoir un locataire. Et je crois qu'il en est de même pour les bailleurs sociaux aussi. Bien souvent, ils préfèrent avoir ce genre d'individus que d'autres qui, eux, sont locataires et qui ne possèdent rien et qui, de ce fait, ne s'occupent pas de des biens dont ils ont l'usage. Alors l'idée a été, la loi Elan a permis, si vous voulez, de faire des organismes fonciers solidaires avec des bails réels solidaires qui correspondent à un logement social. Donc pour un maire, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, on attribue ces logements-là avec des gens qui sont éligibles au PSLA. Mais à la différence près, c'est qu'un PSLA, moi j'ai été un peu choqué par ça. Parce que le PSLA, les gens le gardent 9 ans, et puis après, ils le revendent. Ils le revendent avec une plus-value au prix du marché. Ce qui veut dire qu'on a un logement dont ils ont eu l'usage, comme c'est pas quelquefois, ils l'ont loué. Ils ont eu l'usage pendant 9 ans, et au fond, une plus-value phénoménale, parce que grâce à la TVA qui est à 5,5 et aux subventions des collectivités et au fait que tout le monde s'y met, eh bien on a des PSLA qui sont pas chers, mais malheureusement ils sont vendus. Et pour un maire, c'est pas intéressant parce que les PSLA, on les perd. 5 ans après, mais on les perd. Tandis que le BRS a un avantage, c'est que le BRS, on le garde à vitam aeternam dans la loi SRU. Alors, il y a quand même des contraintes, enfin, des gens qui mettent un peu des bâtons dans les roues. L'histoire de l'article 55, c'est un peu les services de l'État, l'histoire de l'article 55 du Code des SRU, mis des BRS comme logement social. Mais il le met comme PLS, prêt locatif social. Or, on a des gens qui correspondent à ça, qui correspondent tout simplement au PLUS, le prêt local à usage social, prêt locatif à usage social. Donc pourquoi est-ce qu'on met systématiquement un PLS? Et quand vous êtes carencé, alors c'est encore pire, puisque on tombe de 20 le pourcentage de PLS à 10 maximum. Ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, on a des bâtons dans les roues au niveau de l'OFS. Parce que notre commune a été carencée, et de ce fait, on a des bâtons dans les roues. Alors, monsieur le directeur de la Banque des Territoires, on s'aperçoit que les Gaïa ne marchent pas non plus. Les Gaïa ne marchent pas non plus. Je ne sais pas si vous en avez fait beaucoup, mais en tout cas, nous, on a souhaité en avoir, on n'arrive pas à avoir. Les garanties demandées sont tellement énormes. Quand vous demandez un logement pour une opération, on fait des opérations de 5. Je prends un exemple. Un lotissement qui faisait 10 lots. Moi, je demande la moitié en logement social. C'est-à-dire que vous en avez 5 lots et 5 logements sociaux. Logements sociaux, pardon. 5 logements sociaux. Donc, dans ce cas, on fait une maison en bande, un peu de pavillonnaire qui s'intègre bien. Mais vous me demandez un logement. Et en fait, vous me demandez 20% de l'opération en garantie. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas pour notre OFS, ça ne va pas. Et puis, moi je vous dirais très honnêtement et très franchement, très sereinement, il y en a qui en profitent pour augmenter le coût du foncier. Je vous citerai juste un exemple. Je reçois un jour un aménageur qui arrive pour une opération. Le gars, il a 3 hectares, il veut vendre ça depuis des années. Et les promoteurs viennent les uns après les autres et ils mettent la surenchère. Et alors, lui, j'avais eu vent qu'il m'a dit on vient avec quelque chose de nouveau. On n'avait pas encore notre OFS. Et j'avais déjà intégré ce qu'était l'OFS. Et alors, à la fin, je dis mais pourquoi vous faites ça? Et alors, le promoteur me dit tout de go, il me dit c'est la seule solution que nous avons pour payer le foncier plus cher. Payer le foncier plus cher. C'est-à-dire qu'il était venu par rapport à ses concurrents, il en mettait, et puis le gars, je sais, le propriétaire, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper la semaine prochaine, il est commencé dans mon bureau, ça fait 6 ans que ça traîne, donc, ou alors il accepte, et non pas il fait la surenchère, ou alors il n'accepte pas, et je demanderai est-ce que dans le cadre du PLUI, il devient inconstructible. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Voilà. Parce que ça fait 6 ans, on essaie d'avancer, mais on a le truc. Donc ce promoteur-là avait compris que c'était l'art et la manière de payer plus cher. Or, c'est pas ça l'esprit. L'esprit, pour moi, d'un organisme foncier solidaire, c'est moins d'1 euro par mètre carré au niveau du paiement à l'OFS. C'est aussi 30 à 40% du prix du marché de réfaction. C'est ça.
Et troisième point, ça permet aux locataires aujourd'hui sociaux, qui sont dans un logement social, de devenir propriétaires, quitte après à ce que, quinzaine d'années après, ils revendent. Parce qu'en fait, c'est ça, on s'aperçoit, les chiffres qu'on a sur les logements BRS, c'est à peu près 11 ans en moyenne. C'est parce que ça fait partie d'un parcours résidentiel. Et là, on a une contrainte dans la revente, c'est que les gens, ils ne sont pas au prix du marché. Ils n'ont pas la progression que peut avoir le marché. Et c'est comme ça qu'on arrivera à tenir. C'est ça l'esprit du législateur, je crois. Enfin, pour avoir été législateur, je peux vous dire que j'ai un peu regardé. C'est ça l'esprit, et c'est pas le détournement. C'est pas payer plus cher en dispositif pour payer plus cher que le copain, que le concurrent. Le dispositif anti-spéculatif dans le BRS, c'est effectivement celui qui reprend au bout de 10-15 ans que ses héritiers qui reprennent ne peuvent pas in fine revendre au prix du marché si le marché a flambé. Et c'est normal, c'est financé en partie par le contribuable, par l'argent public. Il est normal qu'on n'ait pas à faire là-dessus, comme les PSLA, des plus-values comme fait le marché. Donc, quand on décide de créer un OFS, ça veut dire qu'on a une opération dans les tuyaux, ou une ou plusieurs. Vous avez ciblé plusieurs sites. Ah ben, sur ma commune, si vous voulez, on a ciblé plusieurs sites, hein, donc c'est clair. On a une opération dont je parlais, là, où on en a 5 qui sont un peu bloqués. Bon, finalement, on a trouvé une autre solution, mais on n'arrivait pas à avoir le gaillard, parce qu'on ne peut pas mettre un logement sur 5 comme garantie. Quoi. Voilà. Donc on a d'autres opérations, on a fait un appel à projet. On fait un appel à projet sur une parcelle et on a des aménageurs qui sont venus. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est extraordinaire qui a été proposé. Je ne peux pas en parler trop parce qu'on n'a pas encore officiellement donné le résultat, mais qui est intéressant. On a des créateurs qui se sont remués les ménages et qui ont trouvé quelque chose d'intéressant sur une petite parcelle de 700 mètres carrés où il va y avoir 4 maisons. Monsieur le maire, on en parlait tout à l'heure avec Pascal Friquet. Comment améliorer l'acceptabilité des projets de logements sociaux dans les communes? Vous avez plusieurs mandats, vous avez créé un certain nombre de logements sociaux sur votre commune. Comment vous faites pour l'expliquer à votre population? Tout s'explique, vous savez. Tout s'explique. Et tout à l'heure, j'entendais le président Friquet dire que finalement, ça va aussi vite que le privé. J'ai une opération il y a quelque temps où j'ai donné en même temps le permis de construire de 24 logements sociaux et un lotissement, un permis de lotir, à l'époque c'était permis de lotir de 80 lots. Je peux vous dire une chose, c'est que les 24 permis de construire, 24 logements sociaux n'étaient pas encore finis, que j'avais déjà des maisons qui étaient finies, alors que j'avais donné que le permis de lotir. C'était tous les travaux à faire et le permis de construire pour la maison et les travaux verdés et finalement construire la maison. Vous voyez que je me suis dit là, quand même, les bailleurs sociaux, c'est lourd. Et ça devient de plus en plus lourd, permettez-moi de le dire, avec les lois qui sont passées, où on les concentre. C'est encore pire. Aujourd'hui, j'ai proposé, je le disais tout à l'heure, ces 5 logements sociaux sur un petit lotissement de 10 lots. Ça n'a été, et je comprends, ça n'a intéressé aucun. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'OFS. D'accord. On va rester sur la métropole Aix-Marseille-Provence. En donnant la parole à David Dittier, vous êtes le nouveau vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué au logement et à l'habitat indigne. Comment vous voyez votre rôle et surtout comment vous voyez celui de la métropole en la matière? C'est une excellente question parce que j'aimerais bien la poser à tous les intervenants qui étaient ici, à la fois sur le plateau précédent et le plateau actuel. Quel peut être le rôle de la métropole dans le domaine du logement? Je crois que notre rôle précisément, c'est d'impulser un peu une stratégie, d'impulser une dynamique. Ça va notamment être le rôle de notre PLH, dont vous me parlerez peut-être tout à l'heure, et sinon j'en parlerai moi-même. Mais c'est d'arriver d'abord à mettre tout le monde autour de la table, d'être un lieu où tout le monde se parle. Je crois qu'en matière de logement social, on a besoin de se parler et de se comprendre. C'est extrêmement important. Et puis c'est de trouver des stratégies qui favorisent la construction, l'implantation de logements sociaux, dans le respect de ce que veulent les élus municipaux, et c'est bien normal, mais dans cette volonté d'amplifier des dynamiques qui parfois ont tendance à se tasser. Et pour amplifier cette dynamique et avoir une vraie stratégie, je crois qu'il faut qu'on favorise l'innovation. On parlait là à l'instant avec Richard Mallier du BRS. Je crois que ça va être le rôle de la métropole, non pas de faire en sorte que le BRS devienne l'outil unique de construction ou l'outil idéal du logement, mais que ça soit un des outils supplémentaires qui permettent d'améliorer l'accès au logement et de favoriser
les parcours résidentiels. Mais sur ce sujet, par exemple, la métropole prendra dans les semaines qui viennent des initiatives pour favoriser ce nouvel outil, comme on pourrait être amené à en favoriser d'autres. Une métropole qui impulse un peu une stratégie, une dynamique, c'est la feuille de route que m'a confiée la présidente et c'est ce que je vais essayer de faire dans les mois à venir. D'accord. Vous savez, je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire. J'ai eu, la dernière fois où j'ai reçu, il y avait encore le confinement à 18h, donc j'ai reçu entre 16 et 18, ils ont fait 8 personnes, 7 demandes de logement, de gens de Boucle-Bel-Air. Donc moi, j'ai pas peur, je sais qu'on en a besoin. Ça fait des années que je sais qu'on en a besoin. Donc on en fait 50, dès qu'il y a 400 mètres carrés de plancher, chez nous, c'est 50% de logement social. David Dittier, vous parliez du PLH, du programme Nouvelle Habitat, de métropole, qui est attendu un peu comme le Messie par tous les opérateurs, à la fois les promoteurs et les bailleurs sociaux. Vous pouvez dire deux mots? Bon, programme local de l'habitat qui effectivement correspond au rôle de la métropole, puisque c'est le document stratégique qui va un peu fixer à la fois notre feuille de route et notre ambition en matière de logement d'une manière générale et également de logement social. Ce PLH, effectivement, la métropole ne l'a pas. Faut-il rappeler que c'est une obligation pour notre intercommunalité d'en avoir un, et que là aussi, la volonté de la présidente, et c'est la feuille de route qu'elle m'a donnée, c'est de pouvoir faire adopter ce PLH en conseil métropolitain dans l'année qui vient. Donc le travail a été relancé avec l'objectif d'ici début 2022 que d'avoir arrêté ce programme local de l'habitat. Il faut le faire parce que c'est une obligation, mais il faut aussi le faire parce qu'il est extrêmement attendu. À chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des bailleurs, des promoteurs même immobiliers, à chaque fois qu'on discute avec l'ensemble des élus locaux de la métropole, tout le monde attend ce programme local de l'habitat. Il ne va pas tout révolutionner, mais en tout cas, il va tracer un peu un chemin qui sera celui partagé par les 92 communes de la métropole. Le travail a été relancé. L'ensemble des groupes de travail commencent à se réunir dans un objectif très court, puisque je vous disais que c'est 1 an maximum que l'on se donne pour l'adopter. On va faire tout notre maximum pour que ce soit un PLH à la fois ambitieux, parce que notre métropole en a besoin, mais que ce soit aussi un PLH réaliste, qui tienne compte des volontés de chacun des maires, de chacune des communes, dans des particularités de chacun des territoires qui sont totalement différentes. On a des communes du littoral qui n'ont pas les mêmes problèmes que des communes où il faut faire du logement en cœur de ville et parfois reconstruire la ville sur la ville. Des communes où il n'y a plus du tout de foncier, comme des communes où il y en a. Donc il faut qu'on soit réaliste en fonction des particularités de chacun des territoires, mais qu'on se trace une feuille de route commune. En miroir de tout ça, il y a aussi une métropole qui connaît de grandes disparités territoriales sur le plan de l'habitat. Donc avec des communes qui n'ont pas de gros besoins. Et puis effectivement. C'est très tendu. Il y a une métropole avec de très grandes disparités au sein même de la commune de Marseille déjà, qui est notre ville centre de la métropole, et puis sur l'ensemble des territoires de vraies disparités. Là aussi, le PLH devra y travailler. L'objectif n'est pas de dénaturer les territoires ou d'aller construire là où il y aurait moins de construction parce qu'il y aurait plus de foncier disponible. Il va falloir essayer de trouver un certain équilibre qu'on va essayer de trouver tous ensemble. Je vous le redis, ce PLH ne va pas être révolutionnaire, on ne va pas résoudre toutes les questions, mais en tout cas, on va se tracer une feuille de route commune. C'est vraiment l'ambition de ce document stratégique. On peut donner quelques chiffres ou c'est trop tôt? C'est trop tôt, monsieur Allaire. Nous sommes dans une phase de consultation. Richard Mallier le sait bien, les communes sont en train d'être consultées. Les chiffres, ça intéresse beaucoup. Mais il y aura des chiffres intéressants, on aura l'occasion de se revoir. Parce que là aussi, et je rebondis sur ce que disait Richard Mallier, chacune des communes présente des particularités. Et une partie des communes, ou une grande partie des communes, ont besoin de faire du logement social parce qu'elles sont carencées ou qu'elles ont ce besoin. Et elles ont souvent besoin de le faire dans des opérations en cœur de ville. Des petites opérations, vous en parliez tout à l'heure sur la Seine-sur-Mer. Je peux vous citer des dizaines de communes, et Richard le sait bien dans notre métropole, où on a besoin de ce type d'opération. Et les maires qui veulent faire du logement social sans dénaturer leur ville, ou faire du logement tout court sans dénaturer leur ville, et qui veulent réinvestir leur cœur de ville, leur centre historique, leur bourg principal, ont besoin de faire des petites opérations. Et sur ces sujets-là, il va falloir qu'on se mette quand même autour de la table. Et j'entendais tout à l'heure ce que disait Pascal Friquet. Je suis content de savoir que les organismes HLM ont cette volonté d'investir les centres anciens, les centres historiques. Le ressenti des maires aujourd'hui, c'est une frilosité, mais qui peut faire sens parce qu'elle est économique, à intervenir sur des petites opérations en cœur historique. Et ça pourrait être une des clés pour nous,
pour essayer petit à petit de favoriser l'implantation de logements sociaux dans nos villes moyennes ou dans nos petites villes. Et donc il va falloir là aussi qu'on se mette tous autour de la table pour trouver des solutions sur ces sujets. Et je suis content de savoir que le président de la RHLM a cette intention et a la même que nous. Maintenant, il va falloir qu'on passe aux travaux pratiques et qu'on trouve les solutions pour avancer en ce sens. Et il y a un préalable, si je peux me permettre, il y a un préalable, puisque nous, on a essayé d'avancer sur cette problématique que vous décrivez très bien du centre-ville, c'est de réussir à monter en copropriété les vieux immeubles. Qui ne le sont pas toujours, qui justement. Qui ne le sont même rarement. Et parce qu'en fait, il nous faut des interlocuteurs. Et il y a un travail qui est fait avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, donc je pense que vous menez ces actions. Parce que si on veut mener des opérations, comme vous disiez, de dentelle, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à identifier nos interlocuteurs et d'aller vers des opérations 100% de logements sociaux en réhabilitation. Ça veut dire qu'on sort, admettons, une quarantaine de logements du secteur privé pour le mettre dans le logement social. Donc en fait, la balance, elle est à 80, c'était moins 40, plus 40. Donc en fait, ce sont des opérations extrêmement vertueuses. Et nous qui avons ce déficit de foncier, ce sont des opérations dans lesquelles on voudrait vraiment s'engager parce qu'elles sont pertinentes et elles sont à la bonne échelle du territoire. Monsieur Itier, on vous a fait réagir. Oui, on vous fait revenir. Monsieur Rivière, vous pouvez répondre, monsieur Je me permets juste de revenir. Donc oui, les bailleurs sociaux ont cette volonté de vous aider et d'intervenir. La question de l'intervention dans les centres anciens, c'est l'équilibre des opérations. Aujourd'hui, on nous impose dans le centre ancien des normes de construction du neuf. Et il faut absolument qu'on arrive à dépasser cet élément-là, parce qu'on fait de la qualité sans avoir des normes de neuf en gardant les 4 murs. Et là, on arrivera à faire de l'équilibre, des opérations équilibrées. Tant qu'on nous imposera les normes du neuf, on aura des difficultés et vous rencontrerez, monsieur le maire, des bailleurs qui vous diront malheureusement, je ne sais pas faire parce que l'équilibre, vous demanderont des subventions que vous ne pouvez pas donner pour réaliser l'opération. C'est ça la problématique. Oui, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord, effectivement. C'est une réelle difficulté, mais il va falloir qu'on avance sur ce sujet-là parce que c'est une nécessité et une volonté partagée sur notre territoire. Souvent, on engueule, ou l'État vient engueuler les maires en leur disant « vous ne respectez pas vos 25% de logements sociaux ». Et souvent, en face, on a des maires qui disent « je veux bien en faire ». Mais quand je veux en faire, notamment dans mon cœur historique, je trouve personne pour venir m'en faire. Donc il va falloir ensemble qu'on arrive Sachant que quand on parle de cœur historique, on parle d'enjeux patrimoniaux et souvent les ABF veillent et... Mais alors on peut jouer avec le BRS. Le BRS, pour moi, c'est un outil qui peut récupérer justement cette affaire. C'est un logement social pour ma mère. C'est quelque chose de très, très intéressant. Alors, si vous voulez, nous allons continuer le débat avec nos internautes. On a un certain nombre de questions qui nous arrivent. Peut-être une première question de Carole Koch. Quid des projets innovants s'appuyant sur l'intergénérationnel, par exemple, ou le logement social participatif? Ah, mais ils sont tout à fait d'actualité. C'est toujours pareil, c'est la difficulté de monter le programme. Mais ensuite, on est très demandeur quand on est maire de collectivité. On a besoin, parce qu'on ne veut pas spécialiser le territoire sur une certaine catégorie socio-professionnelle ou sur une catégorie sociale en difficulté. Donc c'est sûr que tous ces dispositifs, on a besoin de les savoir. Alors le problème, c'est quand on est maire, on n'a pas toujours une vision sur tous ces dispositifs et c'est pour ça qu'il faut être pertinent. Et l'innovation, je pense que c'est la clé. C'est-à-dire qu'il faut réinventer la manière d'investir les centres-villes et de manière générale le logement social. Richard, la même question pour vous. Je sais que vous travaillez aussi sur ces sujets. Oui, alors on a travaillé, vous le savez, sur un sujet de viager intergénérationnel. Donc là aussi, on est sur des sujets de réinvestir les centres-villes, donner des moyens à des personnes modestes pour continuer à finir ses jours dans son logement, et ensuite transmettre, une fois que la personne disparaît, une fois que le logement est vacant, permettre de reloger finalement des jeunes couples à l'intérieur de ces centres-villes. Donc on est un peu dans des sujets un petit peu différents, mais au final, ça reste de l'intergénérationnel. Oui, parce qu'il y a un dispositif qui est lancé avec l'EPF, l'IAGV, mais qui pour l'instant est marseillais. Tout à fait. On est en phase pilote. On va imaginer pilote. qu'à Salon, à la Seine... Nous sommes en phase pilote aujourd'hui sur Marseille, et on verra, parce qu'il y a toute une palette de services aussi que nous souhaitions offrir, et on travaille avec la Poste justement pour travailler sur ces sujets-là. Alors, une autre question aussi, peut-on aborder le sujet des garanties d'emprunt à obtenir auprès des collectivités pour les emprunts CDC, on en parlait tout à l'heure, et qui participe au frein de la production de logements sociaux? Oui, alors c'est un sujet récurrent qu'on essaie de travailler. Vous savez que l'argent que nous prêtons, ce n'est pas le nôtre, c'est l'argent de l'épargnant.
et c'est le livret A. Et malheureusement, le code des caisses d'épargne nous oblige à avoir une garantie des collectivités locales. Ce n'est pas nous qui le demandons, c'est un code, c'est Bercy qui l'exige. Et donc ce sont des sujets qu'on travaille régulièrement auprès de Bercy pour éviter de voir comment on peut faire sauter cette garantie. Mais je pense, au fond de moi, ce n'est pas un réel frein justement à l'octroi de garantie. Ça ne rentre pas dans les calculs de la ratio Levallois-Galland. Et ce que je voulais dire, et j'en profite pour le dire, parce que il n'y a pas de défaillance de bailleurs. Il n'y a pas de défaillance. On a 0,0001% de défaillance. C'est sur 100 milliards, aucune défaillance de bailleur social, les collectivités locales ne sont quasiment jamais appelées en garantie. Donc ce n'est pas un frein en soi. J'ai une question pour Madame Abécassi, je vais vous demander de revenir en plateau si vous voulez. Quel est le pourcentage en moyenne de fonds propres par logement, mis par l'OGIREM dans les opérations de logement social en neuf ou en acquisition et réhabilitation? Ça dépend qui pose la question, si c'est un promoteur pour poser ça. J'ai pas. Voilà, c'est votre micro, madame. Pardon. Non, je demandais si c'était un promoteur qui posait la question pour savoir à quel prix nous vendons le départ. Et c'est entre 10 000 et 20 000 euros selon les opérations. D'accord. Voilà. Peut-être aussi pour faire réagir sur les projets innovants, en termes de construction, en termes de... Oui, notamment sur l'intergénérationnel, c'est quelque chose sur lequel les bailleurs sociaux en général et l'OGIREM en particulier se sont engagés depuis longtemps. Alors, il y a des dispositifs, on connaît les maisons de Marianne, et il y a d'autres promoteurs ou associations qui se sont engagées là-dedans. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, un élu n'a pas vocation à avoir uniquement soit des travailleurs, soit des demandeurs d'emploi. Et une ville, c'est des jeunes, des vieux, je ne sais pas si ça se dit. Personne des bel âge, voilà. C'est un peu tout ça qui fait la ville. En matière d'innovation, on parlait aussi de BRS, mais là tout à l'heure je taquinais du côté des promoteurs. Il y a quand même tout un partenariat qu'on fait avec des promoteurs privés en co-maîtrise d'ouvrage, notamment à Sifour. On a réalisé avec Cogedim, chacun était maître d'ouvrage en direct, mais on a réalisé ensemble le permis de construire et ça fait des projets harmonieux. D'ailleurs, il y a eu le palmarès, le prix du palmarès de l'habitat il y a 2 ans. Merci. Une autre question. L'acquisition-amélioration ne pourrait-elle pas être développée par une production diversifiée, des centres-villes revitalisés et de la mixité dans les quartiers? Comment y engager les organismes HLM plus fortement? Alors, on le fait déjà, que ce soit à Marseille, à Nice, on a, dans le cadre du PNRQAD, on a réalisé beaucoup d'opérations, puis qui sont des opérations magnifiques. Là, on commence à travailler avec nos collègues des RIA au sein d'Habitat en Région, avec la ville de Cannes, sur la rénovation de son centre-ville. De toute façon, là, que ce soit les élus et les bailleurs sociaux, tout on a compris que c'était maintenant là qu'on pouvait faire à la fois du logement social, puis ça répond aussi à une tendance forte. La ville du quart d'heure, c'est retrouver l'ensemble des services à proximité, et ça va dans le sens de l'histoire. Monsieur Friquet, vous voulez réagir aussi sur cette question? Venez en plateau. Voilà. Venez en plateau et prenez le micro. Juste en complément de ce que dit Fabienne, un bailleur social ne peut pas qu'intervenir en centre ancien. Il a besoin d'avoir effectivement des opérations diversifiées avec plusieurs types d'équilibre financier. Et un bailleur social qui n'offrait que du centre ancien ne pourrait pas assurer, le 0,001% de défaillance. C'est impossible. C'est des opérations qui demandent beaucoup d'argent, que ce soit financier, beaucoup d'investissement en termes de temps aussi, parce que le temps de travail sur une opération en centre ancien n'est absolument pas la même chose qu'une opération classique sur un terrain qui ne pose pas de difficultés. Donc il faut une diversification des éléments. Et pour répondre, oui, il n'y a pas qu'un seul type de produit, il y en a beaucoup et il faut utiliser toutes les petites ficelles qui permettent de développer le logement social, l'OFS, le BRS, l'ULS. On a tous ces éléments et je pense que c'est ça qui peut faire la force et le ruisseau. Mais il faut qu'on soit tous ensemble pour le faire. Si on ne tire pas tous dans le même sens,
malheureusement, on n'y arrivera pas. Justement, j'en profite que vous êtes en plateau face à des élus. Tout à l'heure, on parlait de le nécessaire dialogue entre les acteurs du mouvement HLM et des élus. Comment le mettre en place, comment l'améliorer, par rapport aux enjeux qui sont de plus en plus complexes. Je pense que c'est une question de confiance, souvent. Quand les élus connaissent leurs bailleurs, sont sur leur territoire, il y a un échange qui se fait, un échange constructif. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de nouveaux élus. C'est pour à nouveau les convaincre que mon intervention est une intervention liée à l'attractivité du territoire et absolument pas dans ma volonté de développer quoi que ce soit. Un bailleur social est là pour accompagner le territoire. Et pas là pour faire autre chose que ça. D'accord, merci beaucoup. Une question qui a été posée plusieurs fois, donc je vais la poser. Qu'en est-il de votre prise en compte de la future RE 2020 dans vos projets? Peut-être cette question pour Madame Abécassis, si vous voulez revenir en plateau. Monsieur Friquier, restez à côté, comme ça vous pouvez aussi peut-être intervenir. Déjà, on l'étudie avec attention. La présidente de l'USH, Emmanuel Cos, est revenue récemment là-dessus. Pour l'instant, les textes ne sont pas stabilisés. Donc, le QC, on avait su comment faire pour faire du logement abordable. Là, notamment en région... Pardon. Là, c'est mieux. Pardon. En région PACA, ça va poser une question supplémentaire, c'est que le rafraîchissement qui jusqu'à présent n'était pas pris en compte, singulièrement, ça va être un vrai sujet de notre région. Donc déjà, sur le plan national, ça pose quand même un sujet d'éducation entre le respect de cette future réglementation et du logement abordable, mais alors singulièrement dans notre région, ça va être une difficulté supplémentaire. D'accord, merci madame. Une question qui s'adresse aux élus. On le parlait tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est le foncier aussi. Quels sont les outils de régulation pour limiter la surenchère foncière? C'est une vaste question, mais... Absolument, je peux répondre parce que j'ai arrêté la construction de programmes immobiliers. Et c'est vrai que l'argument, c'était le logement social, mais il n'y a pas de réalité. Aujourd'hui, il est tellement rare, ce foncier, qu'il faut s'en servir pour faire rebondir la ville, pour mettre de l'économie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est bien de loger les gens, mais de leur donner un travail, c'est bien aussi. Donc, quelque part, le foncier étant tellement rare et tellement cher, qu'il faut, à mon avis, avoir d'autres visions pour son territoire. Et moi, typiquement, j'ai lancé un schéma global de mise en valeur du littoral, parce que la Seine-sur-Mer, c'est 27 km de côte. Il y a encore deux terrains emblématiques de ce littoral qui sont encore libres. C'est pas pour faire cette densification urbaine qu'on a connue depuis des années et des années. Donc il faut faire une respiration pour la population, parce que tout à l'heure on parlait de la carence, puis on a une amende parce qu'on n'a pas une production suffisante, mais globalement on est aussi carencé en termes d'espace pour respirer, de nature, etc. etc. Donc voilà, il faut à la fois et construire la ville sur la ville, ça a tout son sens. En revanche, on a des opérations qu'on pourrait lancer dans des quartiers, notamment les plus PV, puisque à Berthe, typiquement, on a encore des grands terrains, etc. Et on n'a pas le droit de faire de logements sociaux. Donc il y a un peu une contradiction, mais je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le quartier, les gens ont besoin de garder du foncier aussi pour respirer, mais pour avoir des programmes qui seraient un peu innovants, un peu modernes et qui pourront dynamiser cette population. D'accord. Alors, Monsieur Friquier, si vous voulez revenir en plateau, désolé de ce petit... Voilà, je voudrais aussi répondre à votre question. Oui, monsieur, vous pouvez parler. Et je voudrais aussi poser la même question à Monsieur Etier. Quand ma collègue maire de la Seine, elle dit, faut pas oublier, quand on est carencé, on n'a plus le droit de préemption. C'est les services de l'État qui donnent le droit de préemption. Donc je sais que j'ai ciblé un terrain, qui n'est pas très grand, mais on peut faire 4 ou 5 logements sociaux. J'ai fait passer le message et j'attends qu'on me dise. Si j'avais été maire, il y a des bailleurs, je ne citerai pas, il n'est pas là, donc ce n'est pas un problème social, qui vendent des logements sociaux chez moi. Alors je suis en déficit, on marche sur la tête. Eh bien écoutez, moi, commune, j'ai préempté. Et je lui ai dit, je ne suis pas d'accord et je préempterai à chaque fois. Comme en plus, si vous voulez, un investissement, comme ils font payer un prix qui est minime, parce qu'il est amorti, il a 20-25 ans le logement, donc il est en partie amorti pour eux, ils le font payer pas très cher. Le locataire, ce n'est pas toujours lui qui veut acheter, mais vous avez un investisseur privé. J'ai même vu quelqu'un qui est venu me voir parce qu'il savait que j'avais préempté, qui disait, bon, on a acheté notre logement, mais celui d'en dessous, il se vend, et je veux l'acheter aussi. Évidemment, il loue ça
il nous sert extrêmement cher, donc c'est un superbe investissement. Et donc, moi, maire, je préviens. Une réaction de M. Friquet aussi de l'RHLM. Alors, sur le moyen de développer, il y a les documents d'urbanisme. Je pense que ça, c'est le prioritaire. Il y a aussi un outil. Il y a aussi un outil dont on n'a pas parlé, qui est l'EPF. Je pense que l'EPF est un acteur très très important. Parfois, il n'est pas suffisamment encore interpellé sur certains territoires pour résoudre des problèmes ou des questions de maîtrise de foncier. Et vraiment, il est à la disposition aussi des collectivités pour intervenir, l'EPF. Une réaction sur cette question aussi, sur cette thématique importante de la maîtrise du foncier? Je me suis fait voler ma réponse par Pascal Friquet. Non, mais j'allais tout simplement dire que nos métropoles, nos intercommunalités peuvent aussi intervenir pour essayer de réguler ces prix du foncier qui posent effectivement un vrai problème. À la métropole, une stratégie foncière est en train d'être mise en place, mais il faut le faire en partenariat avec l'EPF, qui est effectivement le partenaire dédié dans notre région, l'EPF PACA, sur ce sujet, et qui, lorsqu'il est interpellé par les communes, vient régulièrement pour maîtriser du foncier et parfois réguler aussi les prix qui ont tendance à s'envoler dans certaines zones de la région. Donc à nous, collectivités, de le faire, mais là, il y a un outil dédié et il ne faut pas hésiter à le solliciter. En tout cas, nous, à la métropole, quand on le sollicite, l'EPF intervient. Donc n'hésitons pas à le faire. D'accord. Peut-être encore une dernière question de nos internautes qui concerne les questions environnementales. Coût de la prise en compte des certifications environnementales dans les cahiers des clauses techniques particulières, CCTP, des projets. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il en est là? C'est une obligation. Oui, c'est une obligation, oui. Qu'est-ce qu'il en est, oui. Dans le cas du permis de construire, c'est une obligation. Mais que ce soit social ou privé, je pense qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui est quand même incontournable. Donc voilà, on est tous dédiés. Et pour reprendre, si vous parlez toujours de la métropole marseillaise, dans le cadre du Var, la métropole toulonnaise, on a évidemment des territoires qui sont très disparates, comme des territoires ruraux. On a des territoires qui sont extrêmement impactés, par exemple, par le parc des Calanques. Et par des Calanques, et nous, c'est Portron. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi des dispositifs qui viennent empêcher, et bien sûr pour préserver la nature, bien sûr pour préserver l'environnement, mais ça veut dire que c'est de plus en plus compliqué, puisque les terres agricoles, on ne peut pas les faire muter. Donc la vraie question, c'est celle qui a été posée précédemment, c'est de faire muter des secteurs, bon, vous parliez des bureaux, mais on peut très bien se poser la question des grands supermarchés, de toutes ces zones économiques qui en fait mobilisent du foncier pour très peu d'activités, et surtout sur une seule surface. Donc pourquoi ne pas envisager effectivement de les mettre à étage? Et nous, on a découvert qu'il y avait une demande par rapport au stade, qui sont encore un foncier disponible, utilisé très rarement, donc de coupler les stades, de les reconstruire avec des activités connexes, de bureaux, d'activités économiques, etc. C'est assez étonnant, donc pourquoi pas effectivement du logement social dans certaines combinaisons qui pourraient être vertueuses. D'accord. On a encore un certain nombre de questions, mais on ne va pas avoir le temps de toutes les poser, on avait dit que nous terminerons vers 4h15. Je vous propose de répondre dans un second temps à ces questions et on fera les réponses écrites dans notre journal, on fera un compte rendu spécial dans TPBM. Avant d'en terminer avec nos échanges, peut-être un mot de conclusion avec vous, Richard Curnier. Oui, mais écoutez, merci Frédéric, merci au club TPBM. Je voudrais remercier l'ensemble des participants. Moi, j'ai noté 3 éléments. La volonté politique est là. J'écoute Madame le maire, Monsieur le maire. Je vais régler votre problème de Gaïa, Monsieur le maire, tout à l'heure. Monsieur le vice-président. Donc je crois que la volonté politique est là de construire. Les bailleurs sociaux, Pascal Friquet l'a dit également, donc modulo la problématique économique d'investir dans les centres-villes. Je crois qu'il y a une vraie volonté des bailleurs sociaux aussi d'intervenir dans les centres-villes. Et puis le troisième élément, c'est l'argent. Depuis le 1er janvier 2020, il y a plus 50 milliards, l'année dernière, plus 50 milliards en plus sur le livret A. Donc on a une surcollecte qu'il faut effectivement dépenser, prêter aux bailleurs sociaux. Et là, moi, je suis prêt à travailler aussi avec les bailleurs, les collectivités locales, pour trouver aussi des outils, justement, pour permettre le portage dans ces centres-villes, pour permettre l'équilibre des opérations. Aujourd'hui, sur les OFS, on a la capacité de faire des prix sur 80 ans, pour permettre l'équilibre des opérations. Donc l'argent est là, et donc, il n'y a plus qu'à se regrouper, à travailler ensemble et sortir les opérations. Ça, je trouve que c'est un très bon mot de la fin, parce qu'en fait, c'est un peu l'état d'esprit de ce club TPBM, en fait, de faire rencontrer les acteurs publics et privés de l'aménagement du territoire, et d'aborder des sujets, éventuellement de trouver des solutions. Donc, acte. Je voulais remercier
tous les participants qui étaient là sur le premier plateau et le deuxième plateau. On remercie aussi tous ceux qui ont travaillé, les équipes de la Banque des Territoires, les équipes de TPBM qui ont travaillé sur ce premier club TPBM qui était en direct sur Internet. Alors c'est le premier, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. On part faire le tour de la région PACA, notamment avec la Banque des Territoires. On se reverra en juin dans le Var pour parler rénovation énergétique, transition énergétique. On se reverra aussi dans un certain nombre d'autres départements pour parler d'un certain nombre de thématiques qui concernent le plan de relance, qui concernent la transition énergétique, qui concernent la rénovation des cœurs de ville. Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie. Merci. Merci de votre invitation. Merci d'être venu.